Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast qui n'a pas encore de nom. Le podcast qui n'a pas encore de nom. Et le podcast qui doit aller à l'école pour apprendre. Mais surtout, c'est à l'école que tu vas avoir tout un tas de noms. Très vrai en plus, tout ce qui est sur nous. D'ailleurs, des trucs qui te quittent jamais et qui dans le fond peut-être sont des vrais. Réellement qui tu es. Exactement. Exactement, qu'il soit glorieux ou non. Et donc, bienvenue sur ce podcast qui n'a pas de nom. J'ai l'honneur d'être invité par Nova Carlo. Et donc, là, aujourd'hui, ce dont on va discuter, alors je m'appelle Alpha, du coup, ouais, ça peut servir. Ce dont on va discuter, c'est, on va parler de l'école, avec un grand E, de l'éducation surtout. On va parler des diplômes, de leurs valeurs. On va parler d'insertion professionnelle et puis ouais, ça va être un débat assez ouvert et on va dire un peu ce qu'on pense. Totalement. Et c'est juste l'entrée en matière sur pas mal d'autres choses qui sont à venir. Donc on vous invite à nous suivre, à suivre celui-ci, à nous dire ce que vous en pensez en commentaire certainement. Ouais. Et puis aiguillez-nous pour la suite et si vous avez envie de parler, venez. Non, absolument. Moi c'est Nova Carlo et c'est un réel plaisir de me poser avec Alpha. Et ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 5 ans qu'on se connaît. Ouais, quelque chose comme ça, non? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Depuis c'est dit, donc. Voilà, depuis c'est dans ma télé, il y a une timeline avec le CETI quelque part. Je sais pas exactement quelle année, mais le CETI quelque part. Donc, c'est eux. Mais depuis, franchement, c'était, je pense, un vrai coup de foudre intellectuel, notamment avec Alpha. Et c'est un réel plaisir parce que depuis aussi, on a beaucoup parlé d'éducation. Je me souviens, les pauses club, on parlait beaucoup d'ailleurs de cette question de, par exemple, l'orientation. On a beaucoup parlé de ces questions d'éducation. Et donc, c'est un réel plaisir aujourd'hui de me poser avec toi et de pouvoir parler justement de cette question. J'ai fait récemment un post sur Facebook où je disais que c'est officiel, je dédie en tout cas actuellement 100%, ou je tends en tout cas à passer 100% de temps à cette question d'éducation. Ouais. Quand on est parent, peut-être que c'est encore une question qui est beaucoup plus problématique parce que tu sais que, alors, il y a une phrase de House, je crois que c'était vers la saison 7 ou je sais plus, où il dit que tous les parents foirent l'éducation de leurs enfants. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, maintenant, moi, je me dis que bof, on n'a qu'à parler de comment est-ce qu'on va foirer l'éducation de nos enfants, quoi. Ouais. Ça peut être un bon, je suis absolument d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je crois que ça va être la balle. Pour le moment, on est en train de faire du premier point. Ultérieurement, on aura certainement d'autres professionnels ou d'autres gars qui vont nous rejoindre, mais, ok, moi, j'ai un rapport à l'éducation qui peut-être est spécifique, c'est que, j'ai mis de rien fait les études poussées. J'ai commencé un doctorat que j'ai jamais terminé. Ouais. Mon père tient à ce que je finisse, je sais pas encore quoi lui répondre, mais officiellement je suis censé être en train de travailler sur ce doctorat. Et pourtant de plus en plus, j'ai l'impression qu'à mon fils, je vais avoir aucune exigence sur ce point, quoi. J'aurais même envie de dire que Jack Ma aurait raison quand il dit que lui, il voudrait juste que son fils soit moyen à l'école, quoi. Ben, écoute, ouais, moi c'est un truc qu'on peut parfaitement entendre. Même si ça peut être choquant à l'oreille c'est même pas du profane ou de la personne qui a pas pris peut-être suffisamment de recul pour voir un peu ce que c'est que comment est-ce que l'éducation affecte, tu vois, un petit avenir. Je peux comprendre de la part de la génération de nos parents, une croyance, entre guillemets, mais c'est presque une croyance, tu vois, certaine dans le système éducatif. Totalement. Tu vois ce que je veux dire, c'est normal. À leur époque, la génération de mon père, quand j'entends des phrases du type, nous on n'avait pas besoin vraiment de chercher de taf, c'est le taf qui venait à nous. C'était les 30 glorieuses, ils étaient 3000 à l'université de Dakar ou des trucs comme ça, c'est normal. C'est un autre paradigme, quoi. Ça a très fortement changé. L'université de Dakar contient bien plus de 3000 étudiants, je pense. Et le monde est tout à fait autre. Les options pour étudier sont tout à fait autres. Il y a des milliards de choses que tu peux apprendre. On est connecté d'une autre manière. Après, ça veut pas dire que c'est la première fois dans l'histoire du monde où les gens sont connectés d'une autre manière, mais cette fois-ci c'est quand même assez particulier. Ou c'est la fois où je suis témoin. Je suis témoin.
Et de ce que tu disais tout à l'heure, c'est alors moi mon rapport avec j'ai pas beaucoup de diplômes, j'en ai un du supérieur quoi du coup, et ça va, ceux que j'ai, je les ai plutôt bien gagnés. Mais après, je me suis retrouvé justement à un moment où ce que je voulais faire, l'école n'était plus légitime. Absolument. Et d'ailleurs sur ce point-là, c'est qu'en toute amitié, en toute objectivité, sur ton créneau, je te respecte énormément et certainement plus que les gens que je connais qui peut-être ont des diplômes officiels que je connais, et d'ailleurs autant que sur d'autres points. C'est que j'ai même envie de dire aujourd'hui que ce respect qu'on pourrait avoir, il n'est plus lié au nombre de diplômes que tu vas avoir, ou au type de diplôme ou au titre qui pourrait être remis par un diplôme. Mais est-ce que d'ailleurs, parce que je sais pas si tu as suivi un peu tout le tralala qui s'est fait avec la formation Emmanuel Bocquet. Bon, c'est que je crois qu'il n'y a pas besoin de tourner autour du pot ou de faire la langue de bois. Les formations notamment qu'il avait proposées et pour lesquelles il facturait 10 000 francs et où il y avait eu à un moment, notamment sur Facebook, un certain soulèvement. Pour moi, c'était assez significatif peut-être du rapport à la formation, quoi. Parce que beaucoup des critiques évoquaient, ouais, on peut pas avoir une formation de qualité en une journée. Ouais, on peut pas avoir une formation de qualité à 10 000 francs. Ouais, l'expertise qui est attendue, parce que je crois que c'était une formation qui tournait autour du digital, ou je sais plus, en tout cas des trucs comme ça. L'expertise qui est attendue sur ce point ne peut pas s'obtenir sur une journée. Et en termes de commentaires, on a vu, moi j'en ai vu en tout cas de tous les trucs, des gens qui recommandaient, ouais, il faut plutôt aller du côté des écoles si vous cherchez à vous former. D'autres ont aussi fait des recommandations très pertinentes du style, il est possible d'avoir accès à de la formation de qualité en ligne gratuitement, etc. Mais pour moi, ça ne légitimait pas forcément le fait que on puisse peut-être jeter la pierre à celui qui peut-être vendait cette formation à 10 000 francs. Une formation, c'est une formation. La question qu'on va se poser, c'est celui qui va aller acheter la formation, il y va pourquoi? Et je pense sincèrement qu'il y a un vrai problème du rapport à la formation. J'ai l'impression dans le système tel qu'il est posé, parce que beaucoup, quand ils vont aller chercher quand ils vont aller faire une formation, ils y vont avec l'idée d'à la fin, on donne quelque chose. Il y en a qui, et cette question, elle revient jusqu'à récemment, quand j'étais à Ouaga, sur le même point, la question est ressortie. Est-ce qu'il y a une attestation? Ouais, est-ce qu'il y a une attestation? Est-ce qu'il y a une attestation? Il faut qu'il y ait un truc, quoi, tu vois. Ouais. Et je crois qu'il y a un problème dans le rapport au diplôme, dans le rapport à la formation en général. Mais je pense que c'est quelque chose qui est nourri de longue date, en fait, parce que ça a vraiment été installé, tu vois, c'est comme une marque s'installe dans ta cervelle. Absolument. C'est comme ça que le système éducatif tel qu'on le connaît, c'est installé dans la tête des gens pour être la seule voie légitime de reconnaissance d'une compétence, d'un savoir ou de quoi que ça puisse être. Tu vois, et après c'est super dommage, comme tu dis. Pour revenir à ce que tu dis, moi je pense avoir vu un ou deux posts passer, mais je t'avoue que j'ai pas été vraiment dans la première. Je pense avec toi j'en ai parlé un peu, et avec une autre amie aussi qui me soulignait elle était aussi un peu choquée du niveau des débats. Après je peux comprendre, tu vois, quand pour toi la seule figure compétente pour éduquer c'est l'école. Et que pour ça, c'est l'école qui coûte cher. Je peux comprendre que tu te... Et c'est ça, tu vois. C'est ça. C'est comme sur un autre débat, j'aime bien dire aux gens, le bac ça sert à rien. Et ça fait mal d'abord à ceux qui en ont un. Absolument. C'est très vrai. C'est ceux qui n'ont pas le bac et qui ont réussi leur vie tranquille, ils le savent. Tu vois ce que je veux dire? Et si je prends le bac comme... parce que vraiment, moi, c'est un diplôme qui m'a toujours... c'est une source d'étonnement annuel. Parce que justement, je c'est un truc particulier. Et le truc, c'est l'énergie que tu mets... Enfin, tu as le bac, j'ai le bac. L'énergie qu'on a pu mettre en pensant que c'était le but ultime de la vie. Ultime de la vie. Et à un moment, c'était ça. Mais je regrette pas, hein. Franchement, super, très bon moment, tu as la capacité de, etc. Et après, de très belles fêtes, de très belles rencontres, et des gens avec lesquels tu as passé un excellent moment. Mais hors de ça,
Bon, bien sûr, il y a des bacs qui t'ouvrent des portes, des choses comme ça. Je dis pas non à ça, hein. Mais dans notre contexte, on est au Sénégal, et le baccalauréat a une telle légitimité, et je sais pas si quelqu'un se pose la question, ou si souvent les gens se posent la question, ben c'est arrivé comment chez nous, en fait. C'est tellement pourquoi nous on passe le bac. Quel est le truc rationnel derrière, tu vois. Si ma mémoire est bonne, et si je dis pas de bêtises, je pense que c'est Napoléon Bonaparte qui a institué ce truc, tu vois. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que, tu vois, et ça devient quelque chose d'ultra légitime si tu n'as pas le bac, tu n'as pas accès à. Et c'est une boucle dans laquelle on s'enferme, tu vois. Et tu sais, c'est assez, tout à l'heure, tu évoquais le fait que, effectivement, quand on dit que le bac ça sert à rien, déjà, les premiers, effectivement, à être choqués sont ceux qui ont eu le bac. Et le point, c'est que, généralement, quand les gens ont souffert pour obtenir quelque chose, après, effectivement, ils vont pas accepter qu'on puisse de légitimité, comme ça d'un coup, quoi. Et, mais génériquement, c'est vrai que l'optique, c'est pas de dire que, dans l'absolu, effectivement, le diplôme ne sert à rien, mais la question c'est quelle est la finalité. Et je crois que quelquefois, c'est comme par rapport à l'argent ou par rapport à tout, c'est qu'on oublie que ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Exactement. Et c'est vrai qu'on a été dans des situations où, et l'exemple du bac est parfait dans ce cas, c'est où finalement le bac devenait une finalité, quoi. C'est que j'ai déjà entendu, écoute, je préfère encore avoir le bac, et oui. Oui. Plutôt que de ne pas avoir le bac. Et ça dit, en fait, l'État, écoute, un gosse qui dit ça, on comprend, c'est certainement pas lui, naturellement, qui est arrivé à ce postulat, c'est parce que on a mis une pression, on a construit tout un système qui lui dit que, écoute, tu vaux le fait d'avoir le bac ou pas. Et c'est comme quand tu es en classe et que tu donnes des notes. Et c'est pour ça que notamment les Scandinaves par rapport à des approches éducationnelles aussi sont assez intéressants à étudier et à analyser, parce que quand tu regardes le fait que quand tu donnes une note, quand tu donnes un 3 à un étudiant, tu l'as rien. Voilà. Parce que tout à fait, tu vois. Et généralement c'est parce que lui pense valoir 3. Il ne peut pas intégrer le fait que ce n'est pas lui qui vaut 3, c'est un travail spécifique dans un contexte spécifique par rapport à une situation spécifique qui vaut 3. Et ça, pour moi, c'est assez, et on a beaucoup de mal, et je crois que c'est quelque chose qui est construit depuis très très jeune, c'est que même peut-être avant, genre, on est né dans un contexte comme ça où on a été amené à voir les choses et à les valoriser comme telles. Que finalement, ces bouts de papier nous définissent. Et ce n'est que très très loin dans la vie, j'ai l'impression qu'on se rend compte que finalement, ces bouts de papier, ils servent. C'est vraiment clair. Et le truc, c'est, pour moi, tu vois, l'école, parfois, ça devient une forme de médicament qu'on t'administre à dose régulière pendant genre 12 ans, mais il n'y a pas de notice. C'est vrai. Tu vois? Tu sais pas, il y a nulle part où on t'a dit la note. Tu sais pas te l'expliquer, c'est par l'usure que tu l'as fait. Absolument. Et donc c'est normal, quand tu entres dans un chemin comme ça au début, la première fois que tu ramasses une mauvaise note, c'est quelque chose d'hyper douloureux, parce que tu t'identifies à cette note, c'est écrit en gros, en rouge. Moi je me rappelle qu'une fois j'ai eu c'était une prof qui avait écrit sur un de mes devoirs, et effectivement ce jour-là je pense que j'avais pas vraiment appris la leçon ou quoi que ce soit, c'est vous ne savez rien. Vous ne savez rien, et il me reste en tête jusqu'à aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui ouais, ça va te rester à l'esprit. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, je pense que aujourd'hui, on a une chance énorme, c'est de pouvoir, grâce notamment, tu vois, au fait technologique et à plein de choses, c'est de pouvoir se donner une éducation qui puisse valoir quelque chose. Totalement. Et parce que des énergies nouvelles peuvent s'investir dans ce genre de choses. Totalement. Et utiliser ces énergies nouvelles pour repenser un peu cette histoire de le diplôme, certes, dans la forme, comme pour tout, comme pour l'argent, tu vois, si je te donne 2000, ce papier ne vaut pas 2000, mais quelque part, il justifie la valeur de l'expérience. On est d'accord là-dessus, tu vois, mais il faut qu'on en revienne à cette version-là du diplôme. Tu vois ce que je veux dire? On sait que toi et moi, ce papier ne vaut rien.
d'autre que la confiance qu'il met entre toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une confiance de, ok, tu es passé par un parcours qui t'a permis. Tu vois, pas genre, tu étais absent, tu t'es posé dans une classe à écouter, et à la fin, tu te dis, bon, quelle est la note? Quelle est la note? Est-ce que je peux passer en Est-ce que je peux passer en supérieur? Absolument. Et j'ai l'impression qu'on a un système qui, et je crois que c'est surtout dû à ce défaut d'accompagnement. J'ai l'impression que l'accompagnement, il devrait être le plus tôt possible. C'est que, depuis le préscolaire, j'ai envie de dire, parce que peut-être que déjà les prémices de ce que la personne aime ou les choses dans lesquelles la personne s'épanouit commencent à se manifester. Comment est-ce qu'on parle notamment de cette situation au préscolaire pour l'accompagner, notamment par rapport à ses premiers pas dans le cycle primaire. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on devrait continuer à parler de cycle primaire, cycle secondaire. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas casser tout ça? Je t'avoue que je suis à un tel point, et d'ailleurs quelquefois ça me fait peur parce que je suis à un tel point où je me demande est-ce que ce serait intéressant pour moi. J'ai un fils, il a 1 an maintenant, et je te jure, est-ce que c'est intéressant de vraiment le mettre à l'école? Est-ce que j'ai confiance en un système qui je crois à des moules et va faire rentrer notamment les gosses dans les moules? Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre, surtout à l'école primaire, mon gosse entre des mains qui peut-être parce qu'il y a un système ne me garantit pas qu'ils pourront l'accompagner de la meilleure des façons pour le préparer à la vie? Parce que je pense pas que notamment je sais pas, on n'a qu'à prendre la personne la plus diplômée. Je veux dire, le diplôme dans le fond, en soi, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen. On obtient un diplôme parce qu'on veut quelque chose. On cherche à s'épanouir. Et je pense d'ailleurs que oui, le postulat sur lequel on pourrait tous tomber d'accord, c'est qu'on cherche tous à épanouir, à être heureux. Et donc il y a un ensemble de moyens pour y arriver. L'éducation est un aspect non négligeable effectivement pour y arriver. Maintenant, comment casser tous ces aspects, surtout dans notre pays, en Afrique subsaharienne, par rapport à peut-être une logique très attentive. Tu as parlé tout à l'heure effectivement de pourquoi d'ailleurs le bac existe. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir encore le bac? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le remettre en cause? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver d'autres systèmes? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de construire d'autres paradigmes? Moi, sincèrement, je pense que moi j'ai arrêté d'attendre des choses de la part de l'État. Okay. Une chose parce que je pense que le privé règle mieux les problèmes que le public. Et je pense que pour beaucoup de points, l'État fait mal les choses. L'État a un rôle, on a qu'à les laisser notamment sur ses rôles régaliens, défense, etc. Et garantir notamment qu'il y ait un semblant de normalité, mais que la meilleure réponse, en tout cas, elle devrait être privée. École 42, je ne sais pas si École 42 devait exister à Dakar, quel serait le format, et qu'est-ce qu'un jeune notamment qui cherche peut-être à rentrer dans une école, à qui on dirait, écoute, est-ce que ça te dirait de rentrer dans une école où tu vas apprendre avec un nouveau système peut-être par les pairs, avec des tuteurs et autres, mais à la fin tu n'as pas de diplôme reconnu. Est-ce qu'il serait emballé en fait? C'est la question de la sécurité. Après, tu sais, on est aussi dans une autant tu comprends les uns, autant tu comprends les autres. On parlait tout à l'heure de la question de la sécurité que te procure sécurité virtuelle ou en tout cas jusqu'à ce que tu te rends compte que c'est peut-être qu'il y a une sécurité quasi certaine. Je pense qu'il y a une époque où tu venais avec n'importe quel diplôme, c'est bon, tu passais. C'est bon. C'était la belle époque. Celle-là, oui, tu vois. Mais il y a encore des histoires comme ça. Il y a des dames encore qui disent à notre époque, les gens cherchaient tellement que tu vois, c'est comme parfois aujourd'hui avec les taxis à Dakar. Il y a des moments où je pense qu'ils vont sauver chez toi. Si tu veux c'était vraiment comme ça que ça se passait. Et aujourd'hui, le truc, c'est tout à l'heure, tu disais, je pense que l'initiative privée peut vraiment apporter quelque chose. Après, l'État, pour moi, c'est vraiment moi, je suis un pur produit du service public, tu vois. Et je trouve que il est important dans son rôle régalien, c'est-à-dire c'est un peu tu vois, un peu ce que WordPress
fait en éditant chaque année ou à intervalles réguliers un truc qui est le cœur de la machine, et ensuite chacun peut en faire ce qu'il veut et chacun aussi est appelé à le modifier, à l'améliorer, etc. C'est vraiment le rôle que l'État doit jouer. Voilà, ça doit être un animateur et un régulateur, mais un régulateur souple. Un régulateur souple qui dit voici la vision qu'on a dans notre coin de la planète, de l'humanité qu'on projette pour la suite. Voici les fondamentaux de cette humanité, parce que voici les valeurs que nous, en tant qu'État, nous partageons. Et voici donc les savoirs fondamentaux qui en découlent. Et ensuite, puisqu'on sait que le monde est incertain et puis qu'il bouge, il se modifie, ses contextes changent, bien sûr, on aura besoin de spécificité, on aura besoin d'expertise particulière, mais ça, c'est à vous de voir, selon ce que vous vivez. Madame, pendant le mois de Ramadan, je prends Madame, parce que c'est une région que je connais, il faisait genre 43 degrés ou des 50 degrés. C'est pas la même. À Dakar, notre Ramadan, franchement, il est très cool. Ça va, la quête abri, c'est nice. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, l'école ne peut pas être la même chose. Pendant ce mois-là, ou pendant ces périodes-là. Quand, entre le nord du pays et le sud du pays, vous connaissez, genre, une amplitude thermique de 20, 30, 40 degrés. Ça n'a juste aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on ne sait pas le faire qu'on se l'impose comme ça, et qu'ensuite le marketing dit c'est la meilleure manière de le faire. Tu vois? Il y a un trilliard de manières de le faire. Il faut juste se donner l'effort pour pouvoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Totalement, hein. Et c'est vrai que quand on regarde les différents acteurs, parce que je me dis, bon, par rapport aux acteurs, bon, on a les écoles, on a l'État, on a les entreprises, parce que la question, effectivement, de la formation, après, amène rapidement à la question de l'insertion professionnelle. Et sur ce point, les entreprises aussi commencent à se poser des questions sur le crédit à donner effectivement au diplôme pour recruter. J'ai l'impression que voilà, pour beaucoup le DRH maintenant, voilà, il y a un peu ce constat que le diplôme ne te dit pas effectivement ce que tu aurais aimé savoir sur les compétences détenues ou pas par un potentiel candidat. Bon, aux États-Unis, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont lancées, qui ont officiellement dit qu'ils ne s'appuieraient plus sur le diplôme, notamment pour recruter. J'ai l'impression qu'un peu partout à travers le monde, le système est en train de flancher, et que forcément il va falloir trouver un autre système. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on est à une époque où les technologies aussi font en sorte que, je veux dire, le nombre d'autodidactes sur les disciplines de pointe sont énormes. J'ai l'impression d'ailleurs que si tu es sur les disciplines de pointe, la seule façon d'avancer, c'est d'être autodidacte. Vu ça va aller crescendo, le nombre de plateformes qu'il y a pour apprendre, découvrir les choses dont on n'avait pas idée de la existence, en commençant par peut-être les plus basiques comme YouTube, Wikipédia, etc. Et j'ai l'impression que autant dans d'autres pays, peut-être il y a un certain degré d'intégration de ce paradigme, autant ici, moi j'ai l'impression qu'à un moment j'étais dans ma bulle parce que l'année dernière j'étais effectivement dans une approche où je voulais lancer un MOOC. D'ailleurs j'ai fait un article sur ce point où j'expliquais un biais, où j'expliquais que c'était une erreur de ma part parce que j'ai pensé que tout le monde savait ce que c'était un MOOC déjà. Et déjà, le simple fait parce que je me suis retrouvé à la télé à parler du MOOC, et à d'ailleurs donner mon numéro de téléphone pour que notamment les gens, au cas où, m'appellent. Mais le nombre d'appels que j'ai reçus et qui m'ont fait comprendre qu'en vérité, non seulement les gens ne savent pas c'est quoi un MOOC, mais les implications et la discipline, notamment de l'apprentissage en ligne, ont fait que pour moi, tout ça n'avait peut-être pas le sens que je lui donnais au Sénégal. Et autant même dans mes classes, quelquefois, la question de la connaissance est à portée de main, pour moi, elle veut rien dire parce que je suis totalement d'accord avec mes étudiants pour dire vous avez tout le temps un téléphone avec vous et vous êtes connectés en classe. Pourquoi vous posez encore certaines questions? Pourquoi est-ce que vous attendez encore certaines choses du prof alors que en vérité vous êtes peut-être même plus outillé pour aller chercher ces choses et venir les poser devant le prof pour que peut-être qu'il puisse avec vous en faire autre chose. Et je sais pas si c'est parce que va falloir qu'on trouve un modèle qui est l'autre par rapport à l'intégration de ces technologies et à leur utilisation dans le système éducatif pour que le fait de dire que la connaissance est à portée de main soit une vérité ici,
ou est-ce que c'est une question de temps? Voilà, petit à petit, la 3G, la 4G va faire son petit chemin, ou la 5G, d'autres technos comme peut-être les assistants virtuels qui parlent Wolof, qui parlent Pula ou qui parlent Jola vont peut-être se développer et que peut-être une autre façon d'apprendre naîtra, je sais pas. Mais j'aurais envie effectivement qu'on puisse prédire l'avenir sur ce point. Ça c'est vraiment mon truc du moment, c'est ça, c'est le futur, tu vois. Parce que parfois quand lassé par le présent, lassé quand tu as trop peut-être aussi quand tu regardes un peu trop de science-fiction, ce qui est tu vois, tu as envie de voir des choses où il y a des choses qui jouent dans ta tête. Non mais littéralement, tout seul, comme tu disais dans ta bulle, tu vois. Alors tout à l'heure tu parlais de cette question de l'insertion professionnelle, et je pense que c'est vraiment là le cœur du truc, tu vois. L'entreprise à un moment se désolidarisera de la forme actuelle de l'école, parce que simplement ça va trop vite pour elle et que pour s'adapter, elle a besoin de gens qui s'adaptent aussi vite au contexte. Totalement. Tu vois? Totalement. Et si l'école ne sait pas le faire, eh bien, de la même manière que les banques deviennent autre chose chez nous et que les telcos font autre chose, ça va se passer pour un peu tout le monde de la même manière. C'est du darwinisme simple. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand on regarde le fait que de plus en plus on parle on ne va plus que de formation initiale, de formation continue, mais on parle maintenant de formation permanente parce qu'il n'y a pas un seul créneau d'activité pour lequel le diplôme que tu as eu à 5 ans garantit que tu es toujours à la pointe en fait. Mais c'est il n'y a pas. Et donc par conséquent, tu es dans une logique d'apprentissage permanente. Surtout dans un monde qui est c'est déjà et qui est orienté et dirigé technologie et personnalisation de l'expérience et des choses comme ça, tu vois. Dans d'autres contextes, on s'en rend compte, disons, la conversation autour de ces thématiques est plus vivante. Après, je sais pas si c'est parce qu'ils ont le talent de mieux le faire voir et mieux le distribuer. Je sais pas si c'est écrit réparti au sein de la population, cette conversation elle se fait. Après, j'imagine que le tapage médiatique qui se fait que tout le monde est au courant en tout cas et se pose des questions. C'est vrai que chez nous le débat il est encore un peu éloigné. Or, si aujourd'hui, je sais pas, l'IA de Google, l'effet qu'elle a en France ou aux States, c'est un peu le même type d'effet dans le monde qui travaille ou dans le monde qui vit ici. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jours tu le vois de la même manière que moi. On a en même temps les mêmes smartphones, les mêmes gimmicks que tout le monde. On vit dans ce monde qui est standardisé. Et donc aujourd'hui, pour moi, la grande question c'est comment est-ce que soit l'école maintient le rythme ou comment est-ce que aussi parce que du coup le rôle de l'école se transfère au sein de l'entreprise. Tu parlais des DRH tout à l'heure. Aujourd'hui, ils sont chargés d'accompagner les gens en leur disant écoute, mon petit pépère, tu étais dans une carrière qui allait peut-être durer 40 ans, mais finalement je suis au regret de t'annoncer que non, tu vas devoir shifter de carrière et je suis là pour t'accompagner dans ça. D'ailleurs, j'ai lu une étude spécifiquement sur ce point, c'était aux States, et où la question qui était évoquée, c'est que pour les millennials, c'était certain qu'ils allaient avoir plusieurs carrières en fait. C'est qu'en termes même d'apprentissage, c'est que pour cette génération, c'était compliqué de voir justement, comme ce fut à l'époque, c'est que quelqu'un qui va te faire notamment toute une carrière dans une boîte, easy, 40 ans de service. Exactement. Ici, les gens, c'est bien plus les questions de fidélité à l'entreprise, c'est des questions tout simplement de créneau d'activité. Il va démarrer peut-être dans un secteur d'activité, avec tel poste, 5 ans après, il va vouloir totalement faire autre chose, et il va avoir la possibilité de le faire parce qu'il peut rapidement shifter en termes de formation, acquérir d'autres compétences et faire autre chose, etc. Et c'est vrai que forcément, cette génération ne peut pas effectivement répondre aux... C'est un peu ça, tu vois. Et sur la question que tu posais tout à l'heure, je pense que la chose va s'hybrider. Ça veut dire que ça viendra autant de l'effort peut-être des écoles qui traditionnellement ont la légitimité d'enseigner et la légitimité de transmettre. C'est le lieu légitime où on vient apprendre. Et je pense que encore dans la tête des gens c'est ancré et ça va continuer à vivre. Ça viendra aussi de la part de l'entreprise, on le voit. Quand tu prends aujourd'hui des sociétés aussi, comme je te dis, que ce soit des Google, des Facebook, des trucs comme ça, qui en une quinzaine d'années, en moins de 2 décennies, ont été un produit d'abord, je parle d'un moteur de recherche ici, mais aujourd'hui
aujourd'hui, c'est, ça te donne des certifications en marketing, absolument, en ceci, en cela. Et ça dit à l'école, écoute, c'est mon outil, je suis meilleur que toi pour dire quelle est la meilleure compétence. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu l'entends de cette oreille et tu m'accompagnes, soit... D'ailleurs, je crois que c'est un excellent point et surtout un gros point. C'est que si on regarde le fait qu'aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes cherchent à former pour leurs besoins et pour l'expansion de leurs produits. C'est que Cisco l'avait fait depuis longtemps avec notamment ses logiques de certification par rapport à son matos. Mais quand on regarde aujourd'hui AWS, quand on regarde Google Cloud Platform, Facebook, etc., tous effectivement ils ont des créneaux de formation. Absolument. Et j'ai même l'impression que leur certification est plus valorisée sur le marché sur ces questions-là que peut-être celle d'école, parce que peut-être eux sont juste à référence à AWS qui peut-être te certifie comme étant architecte cloud, bah forcément t'es plus crédible que si je sais pas, une école que je connais pas et dit que tu es un architecte cloud. Absolument. Et ça d'ailleurs c'est aussi un des problèmes qu'on évoque à la carrière un peu partout d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, cette prolifération des écoles, des offres de formation. Encore une fois, pour moi, il n'y a aucun souci à ce niveau. Il y a une demande qui d'ailleurs n'est pas satisfaite. Donc c'est sûr que il faut. Maintenant la question c'est encore une fois l'accompagnement de ceux qui vont aller chercher les formations. Comment est-ce qu'on peut leur permettre d'avoir les choix éclairés? Parce que je pense vraiment qu'il est important que le mythe de ok, il te faut un diplôme pour réussir dans la vie soit cassé, parce que ce n'est pas un automatisme. Et j'espère d'ailleurs que c'est peut-être un élément qui aujourd'hui est embrassé, j'ai envie de dire de façon générique et par tout le monde. Ouais, je pense qu'il faut cet effort-là, tu vois, pour déconstruire le mythe du diplôme, il est à faire. Il est à faire sur plusieurs générations, parce que il y a plusieurs générations qui se chevauchent. Ce que je disais tout à l'heure, qui est vrai pour la génération de nos papas, c'est vrai aussi pour la génération de certains qui sont plus jeunes que nous. Moi, je suis toujours étonné quand je vois comment quelqu'un qui est né après 2000 parfois, tu vois, pense comme mon grand-père, quoi. Clairement, c'est pas péjoratif ni quoi que ce soit, mais et Dieu sait qu'il y en a. Mais et tu vois, sur plein de choses, tu te dis, mais attends, mec, on est quand même sur le même. Ouais, quand même. Tu vois, tu es venu avec un téléphone qui est encore plus chaud que le mien, tu as des outils, et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'était une question que tu continues un peu, c'est parce que tu es dans un format où le prof est cette chose. Exactement. Qui détient de Dieu la connaissance. Totalement. Non, c'est vrai. Je crois que c'est d'ailleurs des trucs qui n'ont pas encore été cassés. Le prof, symbole ou je sais pas, porteur par excellence du savoir. Donc un étudiant, il est là pour quérir ce savoir. L'école, la seule entité ou le seul endroit où on peut acquérir de la connaissance. Et je crois effectivement qu'il y a c'est un ensemble en fait de trucs qui doivent être cassés. Il n'y a pas que le diplôme, il y a l'école, tel qu'on le voit d'ailleurs. Je pense que la principale valeur de l'école, ce n'est même pas la connaissance, c'est plus peut-être l'expérience humaine. J'ai envie de dire que c'est le fait de rencontrer d'autres gens et de pouvoir parler avec d'autres gens, partager avec eux 5 ans. Je crois que ça, c'est peut-être la vraie valeur de l'école. Tellement d'accord avec toi, et ça me fait penser à qu'est-ce que tu retiens au final de l'école? Parce que quand, après des années hors de l'école, soit tu retiens des amitiés. Il y a que ça, j'ai envie de dire, il y a que ça. Tu vois, 2-3 profs qui ont pu te marquer, soit par et je le dis avec toute humilité, soit parce qu'ils étaient super, soit parce qu'ils étaient pas super. Tu vois ce que je veux dire? Et dans les deux cas, ils t'ont apporté quelque chose, et vraiment des souvenirs, tu vois, en interne. Je jure. Mais après, je sais pas, oui, le 7e cours de français de la 2e année de... Et c'est vrai, parce que j'ai été récemment, moi j'ai fait le lycée de Rufisque, Abdoulaye Sadji. Et la dernière fois que j'y ai été, c'était il y a 2 ans. Et je suis rentré, mais j'étais comme en pèlerinage. Et c'est comme, même point quand je vais à l'université, c'est plus des émotions qu'une quelconque question liée au savoir. C'est que tu pourrais même dire, ok, il n'y a rien qui soit vraiment lié au savoir qui fasse que tu ressens ces émotions. C'est plus ce que tu y as vécu, quoi, avec d'autres personnes.
des souvenirs, effectivement des rapports avec des profs, des rapports avec des camarades, que ouais, ici c'est ici que j'ai appris à calculer ceci, ou c'est ici que j'ai appris à c'est des trucs comme ça. Et surtout aussi, voilà, ça reste ce lieu où tu prends des humains qui sont de situations sociales différentes, qui sont de situations physiques différentes, qui sont de situations psychologiques différentes. Tu viens de les mettre toutes dans un même lieu, en disant, écoutez, vous allez cohabiter dans un but presque commun. S'il est très individuel, c'est ta note, c'est pas la sienne, mais c'est un but qui est commun. Il est commun du point de vue du prof, il aime bien avoir, tu vois, une classe qui a réussi, tout le monde est passé, etc., etc. Mais c'est encore très individualiste. On vous met comme ça en groupe, faites un truc ensemble. Et c'est ce rapport avec le reste de l'humanité que tu retiens. Et c'est ça qui est important. Moi, pour moi, le cœur de l'école, c'est vraiment ça, se former soit un citoyen, soit former un meilleur humain. Tu vois, à aucun moment, certes, sur certaines choses, oui, tu peux former des spécialistes, tu peux former des compétences, tu peux faire de la qualification. Tu vois ce que je veux dire? Mais jamais n'oublie ce rôle sacro-saint de, tu as mis des humains ensemble au bénéfice de l'humanité. C'est vraiment ça, tu vois, pour moi, c'est assez communautaire. Et je pense que si certains parents, comme ce que tu dis, tu vois, se demandent est-ce que l'école c'est le bon truc pour mettre mon gamin, ça fait sens, tu vois, c'est parce que dans la tête tu te dis il y a peut-être un autre modèle. Moi ce que je veux élever c'est un humain. Après si il peut faire, s'il est capable de faire une équation à deux inconnus et de faire une forme matricielle, je te raconte n'importe quoi, tu vois, c'est très bien, c'est un grand plus. Bien sûr tout le monde aime avoir un génie à la maison, tu vois ce que je veux dire, mais qui puisse survivre dans le monde qui arrive. Et je t'avoue que moi, notamment, je me suis retrouvé à déjà remettre en cause l'idée de peut-être mettre mon fils à l'école. L'élément qui me bloquait, c'était ça. C'était, ok, maintenant tu fais comment pour lui donner cette vie sociale? Parce que si notamment tu dis, ok, je vais trouver des profs qui vont venir à la maison, et sous ta supervision, apporter quelque chose pour qu'après tu vérifies, ok. Mais le lien, c'est que cette expérience avec quelqu'un d'autre, bloquer, trouver une solution, vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre, comment est-ce que tu lui fournis ça? Et ça, je crois que c'est peut-être la chose qui n'est pas remplaçable, et c'est aussi ce qui fait que par exemple les modèles de 42 pour moi sont intéressants parce que cette idée d'apprentissage par les pairs. Aujourd'hui, on sait que le social learning, c'est une réalité. Il y a déjà des entreprises qui le mettent en œuvre, il y a des écoles qui le mettent en œuvre. C'est une vraie réalité. Et je pense, quand on trouve par exemple des sites comme Brilliant sur les questions de mathématiques et les questions de physique et de sciences en général, et où c'est vraiment du social, parce que quand tu regardes les gosses eux-mêmes faire face à des problèmes et ensuite essayer de les résoudre ensemble, c'est plus cette question de, ok, travailler ensemble, arriver à quelque chose, que, 1 plus 1 égale 2, sache-le, et puis, c'est autre chose. Et cache ta feuille, parce que sinon ton voisin risque d'avoir la même réponse. Absolument. Et c'est vraiment ce truc, tu vois, l'école t'apprend des choses, et c'est malheureux, parfois. T'apprends des choses que tu déconstruis pendant tout. Absolument. Je vais prendre un cas qui est, la triche c'est pas bien, soyons clairs. Bon. Mais, dans d'autres cas, c'est, quand tu regardes comment elle s'opère, c'est une fonction collaborative. C'est sûr. Non, mais déjà, d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est parfois tu vois des gens qui combinent des trucs, tu dis, en fait, les derniers de la classe, là, ce sont eux les bons. Non, mais totalement. Tu vois, le système, tu as vu, c'est presque du foot. D'ailleurs, peut-être que ce qu'il faudrait, c'est plutôt apprendre aux gosses à tricher. Parce que peut-être qu'il faut savoir tricher, et le terme aussi, peut-être, va avoir un sens aussi, voilà. Mais, quand par exemple, Picasso dit que, les artistes copient, les génies volent, il y a ce truc forcément, c'est en allant chercher les choses ailleurs, que j'arrive à construire peut-être quelque chose de meilleur. Et donc, cette logique collaborative, elle est importante. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on n'a jamais aimé les gens qui effectivement étaient dans cette approche où non, ne regarde pas la copie parce que non, c'est humainement, il y a un truc de non, il faut qu'on se tu sais quelque chose. Aujourd'hui, moi, je suis dans la ramasse. Demain, je pourrais te sortir une galère. Mais ce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de social learning, et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est profondément dans notre ADN. Totalement. Je pense que toi qui a un gamin qui a 1 an, tu le vois, si il était isolé sur une île déserte, je pense pas qu'il puisse évoluer autant. Absolument. Par mimétisme, parce que
tout à l'heure, ce que je disais, tu apprends en copiant. Tu as vu papa faire quelque chose, tu as vu maman faire quelque chose, tu as vu le truc, et souvent tu sais pas. Le cas extrême, c'est des insultes, par exemple. Tu avais quand utilisé un mot qui semblait mauvais. Toi, dans ta tête, c'est pas encore clair. Tu l'as utilisé aussi parce que tu te dis, ouais, je sais utiliser un mot. Bon, ça peut bien ou mal se passer pour toi, dépendant de là où tu te trouves. Mais c'est ça. C'est parce que tu es avec tes pairs, du coup, que tu apprends par leurs interactions et par d'autres choses. Et ça, c'est un capital humain qui est nécessaire à garder. Et il faut pas déshumaniser l'éducation, tu vois. Il faut pas partir à un moment et dire, non, nous, on forme juste des spécialistes. Et tout ce qu'il y a d'organique et totalement sachet, on le met à la ramasse parce qu'on a besoin de performance. En sachant que c'est le plus important parce que même en entreprise, cet expert qui peut-être est très pointu sur son domaine mais qui n'est pas en mesure de collaborer, n'est pas en mesure de travailler avec les autres, bah il a rien. Parce qu'une organisation, bah, c'est un ensemble d'individus, donc ce qui implique forcément qu'on sache travailler ensemble. Et donc ça veut dire que il faudrait qu'on réinvente effectivement l'école, et réinventer l'école, c'est peut-être même par rapport à est-ce que au lieu de venir donner un exercice et de dire bon, chacun fait de son côté, on peut dire ok, voici l'exercice, trouver le moyen d'apporter la solution ensemble. J'ai envie de dire effectivement que dès qu'on n'essaye pas assez, en tout cas ici particulièrement parce que on voit d'autres pays tester les systèmes. Je prends à chaque fois l'exemple des Scandinaves parce que ils sont pris comme des modèles à travers le monde, en tout cas sur ces approches. Et je pense aussi que nous, on aurait besoin peut-être d'avoir nos propres approches en termes de modèles, parce qu'on a des réalités aussi sociales qui peuvent permettre de véhiculer des modèles sociaux, et ces modèles ne devraient être pas perdus. Mais il faudrait qu'on invente effectivement cette école sénégalaise, cette école ivoirienne ou africaine. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu vois, l'analogie pour moi, c'est on parle souvent de school of life, dans la vie. Quand traditionnellement on mange autour d'un bol, d'accord, et quand t'es petit, ta charge, c'est de mettre le doigt sur le bol. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que le bol bouge, ouais. Faut pas que le bol bouge. Et quand t'es petit, il y a une autre chose, c'est que souvent on dit, ben, il y a une place qui t'est dédiée et tu vas pas plus loin que ce qu'on t'a assigné. C'est une école en soi. Ça veut dire, tu as des limites. Il faut que tu apprennes malgré l'envie, malgré les frustrations à rester dans ces limites. Mais de l'autre côté, en te disant, toi le plus jeune, c'est toi qui as le bol. Le bol, il est déséquilibré de fait. Tu tiens donc l'équilibre. Ça veut dire que on te projette vraiment vers le rôle que tu as. Et c'est hyper important de sortir ça, tu vois. Absolument. C'est un truc du bol. Ah, c'est sûr. Mais ça arrive oui, énormément d'apprentissage. Ça arrive le midi et le soir. Et tu apprends. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr que c'est pour ce genre de choses qu'on a institué ce type de truc, tu vois. C'est un moment social où on vient, on est tous autour d'un truc qu'on partage. Les adultes sont supposés distribuer pour faire égalitaire, quoi, ou comme tu veux. Et les enfants sont responsables de l'équilibre du truc. Et c'est ça. Les plus jeunes sont responsables de l'équilibre de demain. Si tu n'inculques pas ça, et si on n'arrive pas à tirer, tu vois, des modèles, des patterns de ce qui a existé et que parfois on a oublié, tu vois. Et ça veut pas dire non plus qu'il faut balayer tout ce qui vient de dehors. C'est juste un mix. On a une grande chance d'être à une époque où tu peux prendre d'ici, prendre de là, essayer de faire matcher les choses et te dire voilà, nous avons un modèle d'ici que nous pouvons également proposer à l'humanité. Et ça peut être un truc qui peut être absolument. Tu peux importer du Scandinave comme tu peux donner à des Coréens. Totalement d'accord. Parce que je pense qu'on a quelquefois l'impression que j'ai, et notamment on a déjà évoqué ce point sur moi, le sentiment que j'ai de plus en plus, que l'obsession de la croissance. Et bon, je parle de mon éducation entrepreneuriale. Mon éducation entrepreneuriale n'a pas été faite à la sénégalaise, parce que tous les modèles que j'ai viennent de la Silicon Valley. Les mentors que tu prends, c'est des gars que t'as jamais connus. Tu as Y Combinator, tu as Paul Graham, tu as Samara, et quand par exemple à chaque fois on parle de l'obsession de la croissance sur l'ensemble de ces points, notamment sur les questions de scalabilité, etc., et que de plus en plus, moi j'ai l'impression que culturellement on n'est pas fait pour scaler. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai aucune preuve, j'ai pas fait d'études dessus, peut-être que c'est le point de l'une des thèses sur lesquelles je suis censé travailler, mais culturellement, quand par exemple
écoute, le commerçant qui fait 3 millions de chiffre d'affaires, il peut te dire aisément, écoute, alhamdoulilah, 3 millions, c'est bien. Je vais pas essayer de scaler. Je vais pas essayer de croître plus que ça. Parce que l'obsession de la croissance, qui est un modèle capitalistique, et je crois d'ailleurs, peut-être c'est une des raisons pour lesquelles on échoue tant dans ce système capitaliste, parce qu'on n'est pas fait pour ça, tu vois. Et ça revient encore à cette question de l'éducation, parce que et de la finalité. C'est que il y a beaucoup de choses qu'on voit comme des finalités alors qu'ils ne sont que des moyens. Par exemple, j'ai oublié totalement cette maxime d'où elle me vient, mais le point c'est le jeune qui dit non, je vais aller travailler, monter une boîte, la faire croître à l'extrême pour pouvoir me payer le luxe d'avoir une plage à moi ou aller à la plage, ne pas travailler et pêcher quand je veux et revenir profiter en tout cas des petits moments. Et le vieux qui lui dit ouais mais ça tu l'as déjà. Ça s'appelle la même. Exactement. Tu n'as pas besoin d'aller faire tout ce point pour aller revenir à ce. Et donc finalement la question et quelquefois on prend des moyens pour des finalités et on en perd effectivement l'essence de qui nous sommes ou même de la vie. On ne profite plus de la vie, etc., etc. Et je pense que l'éducation à la base c'est d'abord School of Life. On est censé t'apprendre à réussir ta vie. Mais c'est quoi réussir ta vie et comment est-ce que on peut te donner les moyens qui vont te permettre de déjà définir ce que tu appelles le succès ou ce que tu appelles réussir ta vie et ensuite y arriver. Mais tout à l'heure tu parlais de toutes ces personnes. Il y avait moi j'aime bien une vidéo épique de Ken Robinson. Je crois spécialiste de l'éducation britannique, Sir Ken Robinson, et dans laquelle il explique un truc, c'est que le système éducatif actuel, même si il s'est transformé un peu, c'est quelque chose qui a été décidé à un moment pour donner de la matière, de la ressource humaine à la révolution industrielle. On avait besoin de bras suffisamment cervelés, disons, pour pouvoir effectuer des tâches que réclamait ce contexte-là. Notre contexte est différent. Et notre contexte est différent d'abord parce qu'on peut avoir du recul sur cette époque et voir quelles sont les choses qu'on a réussi et quelles sont les choses qu'on a ratées. Et c'est là le grand truc. Je pense que chaque nation, comme tu le dis, doit se poser la question, que ce soit chaque nation ou des nations combinées. Moi, c'est pour ça que j'aime bien parler d'humanité, comme ça, c'est transcende un peu les nations et des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment, pour quel but? Tu vois, tu le disais tout à l'heure, quel est le but ultime de ce qu'on est en train d'essayer de faire? Est-ce que, je te reprends un truc simple. J'ai fait on a fait plein de temps à l'école. Est-ce que tu as déjà eu un cours qui t'a appris à respirer? Non. Pourtant, au-delà de faire des équations et de ramener de l'argent, d'accord, que tu fais assez peu de temps dans ta life au final, respirer, c'est un truc que tu vas faire tout le temps. C'est sûr. Jusqu'au jour où tu ne respireras plus. Et ça, on sait à peu près ce qui se passe quand on respire plus. On est tous au courant. Pas besoin de faire longtemps pour te rendre compte, tu vois. Mais c'est un savoir qui est fondamental. C'est un savoir qui est lié à quelle est la nature de ton corps, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que, tu vois. Ça peut sembler ultra, tu vois, c'est un outil qui parle, tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que, respirer et dormir, ça fait partie des deux trucs que tu fais tout le temps. Bien manger, etc. Parce que c'est ce qui va réguler ta vie, c'est ce qui te permettra d'avoir les moyens de réaliser à peu près ce que tu veux de ton esprit et de ton corps. Parce que c'est pas évident, effectivement, les gens sachent respirer, surtout dans certaines circonstances. Moi, c'est là que je place le rôle de l'école, tu vois, dès le début. Quand tu es enfant, si tu me dis, bon, ici, jusqu'à l'âge de 12 ans, ton gamin, c'est ce qui comment on va tu vois ce que je veux dire? Qui sont, peut-être qui font évoluer son esprit, que ce soit des lettres, que ce soit des sciences, que ce soit des choses comme ça, mais vraiment qu'il apprenne à faire des choses qui sont structurantes pour lui, parce que ça sert à tout le monde au final. Si tu sais respirer, tu sais qu'il te faut un air qui est clean pour respirer. Donc, la question de mon air n'est pas bon, elle ne se pose plus, tu le sais. C'est quelque chose qui est fondamental. Tu sais comment tu dois manger, tu sais comment tu dois te reposer, tu connais ton rythme. Un peu comme les grands sportifs savent que bonsoir, je vais pas en boîte parce que demain j'ai un match, je dois performer, donc il me faut mes 3 heures ou mes 8 heures de sommeil, etc., etc. Ça, pour moi, c'est le rôle fondamental de l'éducation. Derrière, on doit aussi se projeter vers
un monde qui fondamentalement sera différent. Un monde où on aura, comme on a dit tout à l'heure, des métiers qui vont shifter tout le temps. Et donc, la nécessité à l'école d'apprendre aussi à toi, t'adapter, et à ne plus te définir comme un métier, mais à te définir comme une personne qui fait des choses, et ces choses peuvent changer parce que le contexte demande de faire autre chose. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Je crois effectivement qu'on, dans le cheminement, on s'oublie. On s'oublie, ouais. C'est pas la part importante. Absolument. C'est pas genre, Baba Carlo, ingénieur, je sais pas quoi. Cette quête de titre ou cette quête de... Ouais, voilà. C'est ainsi, ouais, j'ai envie de créer des grands titres. Face Recan, Vizir, tu vois. Ça pourrait régler un ensemble de... Ça règle des problèmes, ouais, c'est sûr. Totalement. Et réel plaisir et on va dire que l'optique, en tout cas, dans le cadre de ce podcast, ce sera peut-être de créer l'école du futur, ou en tout cas cette logique de la formation, ou de en tout cas inventer ce que le futur de la formation, de l'éducation devrait être. Mais moi, je suis parfaitement, je suis aligné dans ça. J'aime bien, j'aime cette idée du futur, comme on disait tout à l'heure. Je me vois vraiment, c'est là-dedans qu'il faut qu'on s'investisse. Après, on n'est ni des devins, ni des trucs, mais on se donne des perspectives. Et l'idée de ce podcast, ouais, ça va être de creuser cette question. Totalement. D'essayer d'apporter une participation. Absolument. Et puis de discuter des, tu sais, souvent c'est par la conversation qu'on arrive à régler des problèmes. Totalement d'accord. C'est des trucs. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé X fois. D'ailleurs, 2-3 projets sur lesquels on travaille par rapport à cette question d'éducation sont nés d'échanges sur la question, quoi. Ben, l'idée, c'est ça, tu vois, ça, c'est la résultante de micro-chats dans des contextes différents. Dans les esthétiques, ça va se passer dans des cours d'école, parfois ça se passe dans d'autres trucs. Ou même, lors d'événements où c'est 5 minutes, mais, voilà, ça donne des trucs et ça me fait hyper plaisir d'être ici et de pouvoir échanger sur ces thématiques qui sont, ô combien importantes pour nous tous. Super. Donc on se donne rendez-vous à très bientôt avec peut-être une structure. Là on aura un élément peut-être spécifique à attaquer. Ouais. Et on est parti. On est parti. Dieu te bénisse encore une fois et merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent. Et tout est grâce à Alpha. Amine, merci beaucoup merci de m'avoir invité sur ce truc et puis à très vite.